Bonjour à tous et bienvenue à cette table ronde qui va s'intéresser donc à la santé mentale des enfants victimes de maltraitance. Je vais commencer par la présentation de nos différentes intervenantes. Je me présente moi-même, je m'appelle Hélène Fresnel, je suis journaliste à psychologie et je suis aussi psychologue clinicienne. Et j'ai travaillé notamment dans une unité d'accueil pédiatrique pour les enfants en danger à l'hôpital Necker. Voilà, donc je suis légèrement intéressée et concernée par la question qui nous occupe là. Je vais poursuivre avec la présentation de nos intervenants. Donc Catherine Belzung, qui est professeure de neurosciences à l'université de Tours et qui est titulaire de la chaire UNESCO en maltraitance infantile, directrice d'e-Brain, présidente de la Société des neurosciences. Ensuite Fabienne donc Bichet, qui est ancienne enfant placée et autrice, qui donne son témoignage dans un livre qui est sorti le 8 octobre et que vous pouvez trouver là, je pense, à la librairie, qui s'appelle « Moi, Fabienne B, mauvaise fille », qui raconte un peu son parcours. Nous avons ensuite à côté, à la gauche de Fabienne, Céline Gréco, qui est présidente de l'association Impact, professeure de médecine spécialisée dans la douleur infantile et qui est chef du service de médecine de la douleur et palliative à Necker, donc à l'hôpital Necker des enfants malades. Voilà, Céline a par ailleurs est particulièrement aussi concernée par la question puisqu'elle a été victime de violences psychologiques et physiques durant son enfance. Elle a été confiée à l'ASE, à l'aide sociale à l'enfance, à l'âge de 14 ans. Et enfin, Valentine Quirin, qui est directrice de la plateforme médico-sociale de la Fondation Falleret et qui est éducatrice de formation et qui travaille avec les adultes en situation de handicap psychique et au sein des établissements médico-sociaux. Et elle a pris donc les fonctions de la directrice de cette plateforme de la Fondation Falleret. Et elle s'occupe plus particulièrement des jeunes adultes suivis ou en fin de parcours ASE, donc de l'aide sociale à l'enfance dont la santé mentale est fragilisée. Voilà, on va peut-être commencer par rappeler quelques chiffres qui ne sont pas, me disait justement Céline, le reflet vraiment de la situation dramatique des enfants maltraités en France. Les données actuelles font état, d'après l'Observatoire national de protection de l'enfance, de 51 700 enfants victimes de maltraitance. Donc ça, c'est les chiffres de l'Observatoire national de protection de l'enfance sur lesquels Céline a de gros doutes. Voilà, tu vas peut-être nous parler un petit peu de pourquoi tu as des doutes et ensuite nous expliquer un petit peu qu'est-ce exactement que la maltraitance, en fait. Comment est-ce qu'on mesure, comment est-ce qu'on peut mesurer la maltraitance dont sont victimes les enfants? Oui, non, les chiffres sont loin d'être exhaustifs. Regardez les chiffres de la Civis, déjà, faisait état de 160 000 enfants victimes de violences sexuelles. Je pense que c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg. Les études scientifiques font état plutôt de 15% des enfants dans les pays à haut niveau de revenus comme la France qui seraient victimes de violences. Donc on est plutôt et d'ailleurs, quand on interroge des adultes, et un récent sondage Harris montrait plutôt que 22% des adultes se déclaraient comme ayant été victimes de violences dans l'enfance. Donc 51 000, c'est vrai que ça me fait un peu sourire parce que, je veux dire, on est très 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 loin de la réalité. Et si on pense que c'est seulement, mais déjà c'est beaucoup, mais seulement 51 000, alors on ne va jamais mettre en place de politique de prévention. Donc voilà, les sondages d'adultes montrent que 22% de ces adultes ont été victimes de violences dans l'enfance et la littérature internationale est plutôt proche de 14% d'enfants victimes de violences dans des pays à haut niveau de revenus comme la France. Est-ce que tu pourrais un petit peu expliquer quand est-ce qu'il y a maltraitance et en revenant sur ce dont nous parlions il y a quelques instants, cet acronyme de ACE? Oui, parce que c'est très difficile de s'accorder sur qu'est-ce qu'est une violence, qu'est-ce qu'une maltraitance, quand est-ce que ça commence, qu'est-ce que la bientraitance d'ailleurs. Et en fait, les autres pays parlent d'adverse childhood events, d'événements négatifs de l'enfance. Et il y en a 10. Et en fait, c'est comme les radiations. Plus on est victime d'ACE dans l'enfance, plus on est victime d'ACE longtemps, et plus il va y avoir des conséquences sur la santé physique et mentale. Et donc parmi les ACE, on a les violences sexuelles, les violences physiques, les violences psychologiques, les négligences affectives, les négligences physiques,
le fait de vivre avec un parent qui souffre d'une maladie mentale, le fait d'avoir un parent qui est victime de violences conjugales, la séparation des parents, le fait d'avoir un parent consommateur de substances et le fait d'avoir un parent incarcéré. Ça fait 10 ACE. C'est pas chaque ACE qui va déterminer les troubles de santé, encore une fois, somatiques et psychiques. C'est l'accumulation de ces ACE et leur durée. C'est vraiment comme les radiations. Les conséquences de la radiation, c'est la dose que vous recevez de radiation et la durée de cette radiation. Et on sait aujourd'hui en France et dans les autres pays que plus de 4 ACE dans l'enfance conduisent à 20 ans d'espérance de vie en moins en l'absence de soins précoces. Il y a aussi un chiffre qui est quand même assez révélateur, c'est qu'en France, il y a un enfant qui meurt tous les 5 jours, qui est tué par sa propre famille. Ah, c'est pareil, les chiffres. Alors, il y avait une enquête INSERM menée par Anne Turtz, qui est pédiatre épidémiologiste, qui effectivement disait qu'il y avait probablement un enfant par jour qui était tué sous les coups de ses parents. Et puis, on a dû probablement trouver que ce chiffre était un peu trop important et que ça pouvait faire peur. Et donc, on a décidé que finalement, c'était 1 tous les 5 jours. Et puis, de temps en temps, on entend aussi 1 tous les 3 jours. La vérité, c'est qu'en fait, on n'en sait rien. À part cette enquête INSERM qui était vraiment bien menée, parce qu'en fait, on n'a pas de recherche sur ce sujet. Et tant qu'on n'aura pas de vraies recherches et de vrais chiffres sur ce sujet, on aura du mal à le prévenir. Très bien, merci beaucoup pour ce tableau de présentation réjouissant. Catherine, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu les séquelles neurocognitives et neurologiques chez les enfants victimes de maltraitance? Oui, alors on sait très bien que la maltraitance dans l'enfance provoque, lorsque cet enfant devient adulte, différents troubles du comportement ou troubles psychiatriques. Par exemple, le fait d'avoir été maltraité dans l'enfance multiplie par plus que 3 le risque d'avoir une dépression à l'âge adulte. Le fait d'avoir été maltraité à l'enfance multiplie par un facteur 4,6 le fait d'avoir un stress post-traumatique. Ça multiplie aussi par 4,6 le fait d'être consommateur de cannabis ou d'autres stupéfiants. Donc en fait, ça augmente le risque de diverses autres pathologies dans des proportions variées, mais dans des proportions extrêmement importantes. Et c'est le fait que cette maltraitance provoque ces troubles à l'âge adulte qui notamment explique cette perte d'espérance de vie, puisque ces autres troubles, souvent, conduisent par exemple au suicide, conduisent à d'autres pathologies, par exemple des pathologies comme l'obésité, qui elles-mêmes réduisent l'espérance de vie. Donc c'est des mécanismes un peu indirects, mais il est bien établi que la maltraitance durant l'enfance n'a pas qu'un effet qui se limiterait à la période de l'enfance, mais c'est un effet qui persiste jusqu'à l'âge adulte, voire qui peut se transmettre à la génération suivante. Donc ça induit vraiment des séquelles extrêmement durables, voire sur plusieurs générations. Alors il y a aussi cette question du traumatisme et des traumatismes complexes. Donc en fait, le traumatisme complexe, c'est quand les traumatismes s'accumulent et ces traumatismes, ils provoquent différents symptômes que tu peux peut-être évoquer, donc avec le stress post-traumatique et donc tout ce qui... en fait, ça peut s'étaler sur des dizaines d'années. Les effets, notamment en termes de stress, maladies cardiovasculaires derrière, etc. etc. Les effets, effectivement, se perdurent donc, jusqu'à l'âge adulte sous forme de troubles du stress, c'est-à-dire les personnes vont avoir de l'insomnie, vont avoir de l'anxiété, vont avoir une difficulté à ressentir du plaisir, vont revivre l'épisode traumatique de manière répétée. Et tout ça va être associé aussi à des altérations du fonctionnement cérébral et des altérations du volume de certaines régions cérébrales. Et ces altérations biologiques, qu'on peut mesurer très facilement, peuvent se transmettre à la génération d'après, voire, ça a été montré, jusqu'à 6 générations après. Donc c'est un effet qui est vraiment persistant. C'est pas juste, comment dirais-je, pendant l'enfance que ça se manifeste, mais ça persiste jusqu'à l'âge adulte, voire sur des générations. Donc, parmi les symptômes, il peut y avoir par exemple ce qu'on appelle de la déréalisation, de la dissociation, donc des gens qui se sentent dissociés de leur corps,
de l'hypervigilance permanente, donc des gens qui vont être tout le temps en fait sur le qui-vive. Des difficultés de régulation des émotions. Oui. Voilà. Céline, peut-être que tu pourrais aussi évoquer les différents symptômes. Non, c'est sûr. En fait, je prends souvent, parce que c'est parlant, mais je prends toujours l'exemple de l'ours. Et vous imaginez un ours sur lequel vous tomberiez dans la forêt. Donc vous êtes en train de vous balader tranquillement et nez à nez, vous tombez avec un ours. Et vous aurez deux solutions pour survivre à cet ours, en fait. Soit fuir cet ours, soit le combattre. Devant un événement qui nous met en danger, c'est le combat ou la fuite. Quand vous allez tomber nez à nez avec cet ours, votre cerveau va commander la sécrétion d'hormones de stress, l'adrénaline et le cortisol. Pourquoi ? Parce que la sécrétion d'adrénaline et de cortisol, ça va permettre à votre cœur de s'accélérer, du coup pour amener plus de sang aux muscles de vos bras et de vos jambes. Votre tension artérielle va augmenter, votre foie qui sécrète du glucose, qui est notre carburant énergétique, va se mettre à sécréter beaucoup de glucose pour que vous ayez toute l'énergie de combattre cet ours ou de le fuir. Votre tube digestif, votre système immunitaire va se mettre au repos pour que toute l'énergie soit consacrée à ce que le sang afflue au niveau des muscles de vos bras et de vos jambes. Et quand vous allez rentrer dans votre voiture sauvée, le thermostat va s'allumer et vous allez arrêter de sécréter de l'adrénaline et du cortisol. Et ce que j'explique, c'est qu'est-ce qui se passe maintenant quand l'ours rentre à la maison tous les soirs. Et en fait, ces enfants sécrètent de l'adrénaline et du cortisol en permanence. Et le thermostat se dérégule. Et le foie sécrète du glucose en permanence. Et donc, ça entraîne à l'âge adulte beaucoup plus de diabète, 3 fois plus de diabète. Le cœur, qui s'accélère en permanence, la tension artérielle, qui est en permanence haute, entraîne 3,4 fois plus de maladies cardiovasculaires. Votre tube digestif, votre système immunitaire, qui reste toujours au repos, ne reprend pas. Et on a donc une prévalence très importante des maladies auto-immunes, et je les vois en consultation de douleur, ces patientes qui ont des maladies auto-immunes déclenchées par ces événements de violence subis dans l'enfance. Donc en fait, ça a une altération de la santé somatique majeure. Et puis cette altération de la santé psychique une étude récente disait que des bébés qui avaient été victimes de violences présentaient des taux de dépression de 20%. Vous imaginez 20% de dépression chez un bébé. Donc c'est toutes ces violences quotidiennes chroniques, et c'est ça qui fait la maltraitance aussi, c'est la chronicité. Ça entraîne des conséquences sur la santé somatique et psychique majeures. Autre point intéressant, c'est aussi cette histoire de maltraitance, c'est que parfois, en fait, les parents sont un peu maltraitants malgré eux, et notamment des mères, par exemple, qui vont avoir des dépressions postpartum, qui vont être dans l'incapacité de prendre en charge le bébé. Ça provoque aussi des carences affectives majeures. Et en psychologie clinique, par exemple, on considère qu'on s'intéresse tout de suite quand on a des patients qu'on diagnostique comme borderline ou état limite, on va tout de suite s'intéresser un peu aux relations précoces, à qu'est-ce qui s'est passé quand ils étaient bébés. Est-ce que la maman a eu un épisode dépressif qui a fait qu'elle n'a pas pu prendre en charge l'enfant ? Voilà, ça c'est des choses qu'on essaye d'explorer un peu quand on se retrouve avec des diagnostics comme ça un petit peu tristes pour les enfants. Voilà. Fabienne, peut-être que tu pourrais nous parler un petit peu, toi, de ton parcours. J'ai été beaucoup placée dès le départ. Je suis née d'une mère qui ne voulait pas de moi, donc je suis restée tout de suite à l'assistance publique. Et après, j'ai été placée en famille d'accueil, puis en foyer. Et dans le premier foyer, quand j'ai été placée dans une famille, j'ai commencé à vivre l'inceste derrière l'échelle avec un grand-père. Après, plus tard, je suis partie dans un premier foyer, au nid, où là, c'était mixte, il y avait des garçons, donc les adolescents avaient un gyrophare dans le pantalon, donc je me suis retrouvée plusieurs fois à genoux dans la braguette des garçons. J'avais 9 ans. Et pour me sortir de ça, on m'a fait un dossier, jeune fille déviante et vicieuse. Et j'ai été placée plus tard au Bon Pasteur. Et au Bon Pasteur, la violence institutionnelle a continué, puisque là-bas, c'était toutes les formes de maltraitance, l'humiliation, les bastonnades. Quand je dis bastonnades, c'est pas les bastonnades entre les filles. Ça, entre les filles, c'est quand une fille dénonçait une autre fille. Mais sinon, les bastonnades, c'est les religieuses qui nous
qui nous obligeait à lever la chemise de nuit et on passait tout à tour de rôle et les coups de fouet sur les fesses. J'ai vécu ça pendant 4 ans. J'ai appris que j'étais rien. J'ai appris que c'était de ma faute si j'étais enfermée. J'ai appris que je n'ai appris qu'à obéir et à me soumettre. Et en sortant de là, j'étais une proie idéale pour les réseaux de la prostitution. Donc c'est ce qui s'est passé. Et comme il y avait de grosses carences affectives depuis longtemps, le premier garçon qui s'est intéressé à moi, évidemment, j'ai cru à l'histoire d'amour, alors que je n'étais qu'un objet sexuel. Donc j'ai très vite été brutalisée, violée, viol collectif. Et j'ai même été vendue. Et si je suis là aujourd'hui pour vous parler, c'est que j'ai eu la chance que j'ai eu besoin d'aller aux toilettes pendant le déjeuner où on me vendait pour partir en bateau à Tanger. J'ai vu les billets sur la table. J'ai eu besoin d'aller aux toilettes et dans les toilettes, il y avait une lucarne. Je savais courir vite et longtemps. J'ai réussi à me cacher, j'ai réussi à me sauver, j'ai réussi à quitter la ville plus tard. Et j'ai eu quelques mains tendues que de toute façon, même si j'avais confiance en personne, même si je me méfiais du monde adulte, j'ai quand même pris cette main tendue parce que je n'avais pas le choix, parce que j'étais en survie, parce que j'étais dans l'errance totale. Et il se trouve que cette fois-ci, c'était une main tendue positive, la première. Et j'ai eu quelques mains qui m'ont fait du bien, comme ça. J'ai travaillé dans un hôpital, le premier travail, grâce à ce garçon qui m'a tendu la main. Et là, les malades m'aimaient beaucoup et ce retard affectif a été un peu comblé pendant que je travaillais dans les services à l'hôpital. Je n'étais pas suffisamment éduquée pour respecter les règles de l'hôpital, donc ça a duré qu'un certain temps. Puis je suis venue à Paris. J'ai eu à nouveau une main tendue que j'ai prise. Et surtout, là, ça a été quelqu'un qui croyait en moi pour moi, qui me donnait de la valeur là où je pensais que j'en avais pas. Enfin, il faut savoir que se donner de la valeur, avec le passé que j'avais, même encore aujourd'hui, c'est compliqué. Quand il s'agit de négocier un contrat, c'est dommage que je ne sache pas me donner davantage de valeur. Mais bon. J'ai travaillé dans les courses de Formule 1. Et là, j'ai rencontré tous les pilotes. Et j'ai découvert une chose, c'est la maîtrise de soi, la discipline sur soi, la maîtrise de soi, la maîtrise des émotions. Alors que moi, j'étais complètement en vrac. Je le suis encore beaucoup. Enfin, chaque expérience comme ça m'a enrichi, m'a appris. Et plus tard, je suis arrivée à travailler dans le cinéma, mais en n'ayant jamais vu de film, en n'étant jamais allée au cinéma. Mais j'avais fait tout un chemin avant parce que j'ai toujours pensé que le pouvoir des mots était le premier pouvoir, que le pouvoir des mots, c'était l'arme des puissants. Et que si je voulais sortir du monde pour lequel je n'étais pas destinée, il fallait que j'acquière le verbe. Donc j'ai énormément lu. Et toute ma réparation, je crois qu'elle vient par les livres. Je n'ai pas fréquenté beaucoup de psys, mais j'ai lu tout ce que les psys ont pu écrire. Et je faisais le chemin. Enfin, j'ai fait ce chemin-là qui m'a permis aussi d'avoir des mains tendues, de changer de milieu social et de me reconstruire. Et puis j'ai vécu aussi pendant un certain temps avec un garçon homosexuel, pudique. Donc je n'ai pas vu le corps d'un homme pendant un certain temps, ce qui a contribué un peu à ma réparation. Mais on parlait tout à l'heure de vigilance, d'être en vigilance permanente comme ça, c'est épuisant, mais j'ai aujourd'hui 69 ans et je suis toujours en vigilance active comme ça. Je ne suis jamais dos à une porte, je suis en écoute permanente de tout ce qui se passe autour de moi, même encore aujourd'hui. Bien, je vous remercie. Merci. Valentine, est-ce que tu pourrais nous parler de ton travail avec des jeunes adultes ? Oui, pas simple de parler de mon travail en tant que directrice d'un service de l'aide sociale à l'enfance après votre témoignage, mais merci.
Peut-être vous parler du service, le service Impulsion qui accompagne 12 jeunes majeurs, donc accompagnés dans le cadre d'une protection jeunes majeurs par l'aide sociale à l'enfance. Ils ont entre 18 et 21 ans. Le projet a été conçu pour ces jeunes dits doubles vulnérables. Dans l'idée, c'était de se dire que c'était des jeunes qui cumulaient un parcours ASE et un certain nombre de difficultés psychiques. Et tout ce que vous venez l'une et l'autre de dire fait très franchement écho, parce que avant de penser la question du trouble psy, ce qu'on a très vite observé, c'est qu'il y a un enjeu autour de l'attachement, un attachement précoce qui n'a pas pu se jouer, qui n'a pas pu se faire, et un parcours institutionnel tel que ce soit du côté d'institutions dans le cadre de la protection de l'enfance, mais du côté des institutions scolaires, qui est un peu comme un cercle infernal, comme ça, des ruptures qui se jouent et qui se rejouent encore et encore, jusqu'à 18 ans. Et donc des jeunes qui arrivent, après avoir vu passer un nombre d'adultes référents approchant parfois la centaine, puisque j'ai en tête un jeune qui est arrivé chez nous à 18 ans et qui avait, je crois, vécu une trentaine de lieux de placement, et des enjeux relationnels extrêmement chaotiques. Et tout l'enjeu du service Impulsion, c'est d'essayer, en premier lieu, de créer un lieu, de créer un service où on arrive à accueillir un petit peu ce qui pourrait être dit comme un symptôme, mais en tout cas des espèces de manifestations de tout ce parcours de rupture intense, une capacité à être en lien, à être en relation qui dénote absolument complètement de ce qu'on pourrait entendre de l'institution française un petit peu classique, et en même temps, quand on a été en rupture scolaire à l'âge de 12 ans, en rupture d'IME à l'âge de 14 ans, en rupture d'IMPRO à l'âge de 16 ans, trouver sa place et capter un petit peu la manière dont on peut être en lien avec l'autre, c'est compliqué. Donc, au-delà de la question du trouble psychique, parce qu'on a aussi des jeunes qui souffrent de schizophrénie et de ce genre de choses, il y a vraiment la question chez ces jeunes de la pathologie du lien, quand vous le disiez, là, d'estimer un petit peu sa propre valeur et de la trouver un petit peu ailleurs que dans la prostitution, que dans l'addiction, c'est le premier enjeu. Alors après, les réponses, on ne les a pas nécessairement. On est quand même assez convaincus que ces jeunes, même à 18 ans, ils ont besoin d'adultes qui tiennent un peu le coup, qui restent un peu debout face à des manifestations pourtant pas toujours simples. Mais il y a quand même un réel enjeu autour de la santé mentale de ces jeunes, autour de la capacité à faire ensemble et à trouver ensemble des dispositifs qui permettent de maintenir la continuité du lien. C'est l'un des enjeux les plus frappants, c'est des jeunes qui, en termes de continuité du lien, que ce soit dans leur vie familiale, mais même après le placement, et encore une fois, on le sent bien à 18 ans, les enjeux autour du soin, de trouver sa place entre un CMP, entre un XAPA, entre des hospitalisations, pas des hospitalisations. C'est le CMP, donc c'est pas le XAPA, c'est le XAPA, donc c'est pas le CMP, et ça se joue sur l'ensemble des institutions de la société. Voilà, je pense que si on est tous là, c'est qu'on a un peu à cœur de faire un petit peu bouger les choses, mais voilà, la question du lien, en tout cas. Oui, en tout cas en psychothérapie, c'est prioritaire, c'est-à-dire qu'on va travailler la sécurité, un environnement étayant et sécurisant pour des enfants, même des adultes qui n'ont pas pu compter sur les adultes qui devaient prendre soin d'eux, en fait. Et l'idée, c'est de leur offrir de la sécurité, de résister aux attaques, à leur détresse, à leur colère, et d'être là toujours dans l'accueil, toujours présent, et de ne pas bouger, de rester stable. Il y a un psychanalyste pédiatre
formidable qui s'appelle Winnicott, qui parle de holding et de handling. Et ça, c'est vraiment la clé en psychothérapie avec les enfants qui ont été victimes de maltraitance et de violences intrafamiliales. Ils n'ont pas pu compter sur les adultes qui auraient dû prendre soin d'eux. Donc il faut leur montrer qu'il y a des adultes que le lien n'est pas foutu, quoi. Et l'addiction, c'est aussi une manière de se dire je ne peux pas compter sur les adultes, mais le produit, il sera toujours là. Donc on va vers le produit. Ben, peut-être, Céline, tu peux parler aussi un peu de ton travail. Ouais. Bah, du coup, effectivement, moi, le fait d'avoir été victime de violences petites et puis d'avoir été placée à l'aide sociale à l'enfance à l'âge de 14 ans et finalement d'avoir vu les failles des deux côtés de la barrière, en fait, moi, j'ai dû attendre 14 ans, du coup, pour que quelqu'un me tende la main, une infirmière scolaire. Et puis, c'est grâce à elle que j'ai été placée et donc, c'est grâce à elle que je suis toujours vivante aujourd'hui. Et puis après, placée à l'aide sociale à l'enfance, moi, quand j'ai été placée à l'aide sociale à l'enfance, je faisais 31 kilos. J'ai vu aucun médecin pendant toute la durée des placements. J'ai été d'abord à l'hôpital, puis en famille d'accueil d'urgence, puis en service d'accueil d'urgence, puis en foyer. Et pendant toute cette période, donc, j'ai vu aucun médecin. Et donc, moi, j'avais vraiment mon étoile du berger qui était de faire des études de médecine. Et donc, quand j'ai réussi ces études de médecine, je me suis dit que finalement, j'avais une certaine expertise des failles du système. C'est-à-dire à la fois en tant qu'enfant victime, en tant qu'enfant passé à l'ASE, et puis aussi en tant qu'enfant, en tant que jeune étudiante en médecine, pas du tout formée au repérage des violences et à leur prise en charge. Et donc, j'ai décidé de m'engager à mon niveau. Et donc j'ai monté Impact en 2022 en me disant qu'on n'était jamais aussi bien servi que par soi-même. Et donc je me suis donc Impact a deux volets, donc un volet éducation et un volet santé. Et on accompagne les jeunes qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance de 0 à 25 ans. On s'arrête pas à 18 ans parce qu'en fait 18 ans c'est terrible d'être lâché par l'aide sociale à 18 ans à 18 ans et un jour. Et 45% des jeunes sans-abri de 18 à 25 ans dans nos rues sont issus de l'ASE. Et donc on les accompagne vraiment jusqu'à 25 ans pour leur permettre de se projeter. Les jeunes français quittent le domicile en moyenne à 25 ans. Et on demande à des jeunes de l'ASE d'être autonomes à 18 ans. Et donc sur le volet éducation, on les accompagne jusqu'à 25 ans. Et là, on ouvre le premier centre d'appui à l'enfance le 10 novembre aux enfants à Paris. Donc un centre de santé qui sera dédié à ces enfants, parce qu'il n'y a rien de dédié à ces enfants. Il y a 90% des enfants de l'ASE, et quand on parle des enfants de l'ASE, on parle de 400 000 enfants. 90% de ces enfants n'ont aucun suivi de santé. Comme moi, j'ai eu aucun suivi de santé. Et donc, parce qu'il n'y a pas de structure adaptée et qui leur sont dédiées. Donc, j'ai décidé de monter avec Impact le premier centre d'appui donc, qui s'appelle Astéria et qui prendra en charge la santé somatique et psychique de ces enfants. Parce que, autant je vous disais tout à l'heure, on sait qu'en l'absence de soins précoces, ils perdront 20 ans d'espérance de vie. Autant on sait qu'en 24 à 36 mois d'une prise en charge intensive, on inverse complètement cette tendance et on peut permettre à ces enfants d'avoir un développement normal. Et moi personnellement, je suis très fâchée. En France, c'est la même perte d'espérance de vie qu'un cancer. Or, on a une recherche internationale, on a beaucoup d'argent qui est mis sur la recherche contre le cancer. Et tant mieux. Mais on n'a rien. On n'a pas d'impulsion pour prendre en charge la santé de ces enfants. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'avec Impact, on monte ces centres d'appui à l'enfance. Donc, le premier, on l'ouvre pour les enfants d'Île-de-France le 10 novembre. Et là, dans mes missions de vie, je veux qu'on puisse monter au moins un centre d'appui à l'enfance par région. Et donc, on est déjà en contact avec les Hauts-de-France, avec la Nouvelle-Aquitaine, etc., etc. Mais il faut qu'on change ça. Il faut que ces enfants aient les mêmes droits que les autres, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il faut qu'ils aient accès à l'éducation, à la culture, à l'insertion professionnelle et à la santé, au même titre que les autres enfants. Merci beaucoup. On peut dire d'ailleurs qu'il y a une espèce de double discours aujourd'hui. On nous tient un discours sur la santé mentale. Et quand on travaille dans les services de psychiatrie pour les enfants et les adolescents, c'est tragique. Donc il y a un manque tragique de personnel. Vraiment, donc... c'est très beau les discours, mais ce serait bien que dans les faits, il y ait une prise en charge qui puisse être faite par l'État. Voilà, bon, on va s'arrêter là, on va terminer là-dessus. Et on va peut-être passer aux questions dans le public, s'il y en a. N'hésitez pas, c'est comme les crêpes. C'est la première qui est difficile et après, ça va tout seul. Merci beaucoup et merci effectivement pour tous ces engagements. Enfin, moi, je suis aussi médecin, prof de psychiatrie. Et effectivement, les ravages de ces troubles et de ces maltraitances dans l'enfance, je connais bien.
Il y a aussi un aspect dont on parle très peu, qui s'appelle la dissociation. Vous l'avez dit, la dissociation péritraumatique. Mais c'est vrai qu'en fait, ces troubles, donc, la dissociation, ça va être la déréalisation, la dépersonnalisation, mais ça va aussi jusqu'à la scission du soi, et ce qu'on appelle le trouble dissociatif de l'identité. Ça va à ce qu'on appelle des troubles neurologiques fonctionnels, des douleurs dans le corps, des paralysies, des crises qui sont des crises non épileptiques, etc. Et on a des enquêtes à quel point sur la qualité de vie, les impacts autour de ça, les coûts majeurs. Et ce que je dis souvent, c'est que les troubles dissociatifs, et je pense que Céline peut en dire aussi sur parfois les douleurs fonctionnelles, voilà, c'est vraiment la marque d'une discréditation des patients. C'est-à-dire, on ne trouve rien. Il n'y a pas de lésion, il n'y a pas une biologie qui ne va pas, donc il n'y a rien, donc vous faites semblant ou vous simulez. Hein. Là, on est à peu près toujours à deux pas de ça, et donc on a des enfants et des adultes par la suite qui ont été victimes, qui n'ont pas été reconnus, qui n'ont pas été entendus bien souvent, dans une trajectoire de soins où leurs troubles, parfois, si ce n'est pas effectivement un diabète, un cancer ou ce genre de choses, vont être aussi discrédités. Et ces symptômes-là vont devenir aussi une source de discréditation dans la justice, puisqu'on va... elle se souvient pas, elle dit ça, puis des fois elle dit autre chose, puis elle est détachée d'elle-même, etc. Donc voilà, et dans votre parcours, hein, Madame Bichet, oui. Voilà, moi, mon oreille hurlait la dissociation tout au long de ça, qui explique tout un tas de choses. Et je pense qu'il y a vraiment une nécessité de prendre aussi en considération ça, et je voulais savoir un petit peu ce que les unes et les autres pensaient. La dissociation, c'est ce qui m'a permis de survivre, c'est ce qui m'a permis de tenir. Mais la difficulté, c'est après, une fois que tout va bien, c'est réaligner la tête et le corps. C'est jamais complètement fait. Ça l'est pas. Donc c'est de la protection psychique. On se protège en séparant la tête et le corps. On se regarde être victime de maltraitance, on se coupe de son corps. Le problème, c'est qu'effectivement, après, le mécanisme, il est intériorisé et il se met en place de manière totalement folle et aléatoire. Et c'est dangereux, c'est difficile. Moi, je sais que quand j'étais petite, j'arrivais comme à... Bon, ça va vous paraître un peu fou, mais j'arrivais à ne pas être là, en fait, et à être dans des rêves éveillés. Et j'étais tout le temps dans des rêves éveillés, et ça m'a posé beaucoup de problèmes, notamment en voiture, parce que ça m'est arrivé sur l'autoroute d'arriver à destination sans avoir pris conscience que j'avais pris la bonne sortie, que j'avais pris le bon chemin. Et donc, pour essayer de combler ça, et en voiture, du coup, je mets la musique, alors on m'entend à 10 km, mais je mets la musique à fond et je chante, parce que ça me permet de suivre mon trajet. Et donc, voilà, dans la vie quotidienne, ça pose des problèmes comme ça. Toujours en fait, je ne sais pas si on en guérit vraiment, mais en tout cas c'est dans tout un tas de choses de la vie quotidienne que ça arrive, quoi. Et de cogner dans tous les coins, de mal évaluer l'espace entre mon corps et le mobilier. Mon mari me dit mais qu'est-ce que tu es maladroite. Je ne vois pas j'ai du mal à évaluer les distances. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, devant. Merci. Merci à vous toutes pour vos interventions, c'était très intéressant. Moi j'ai une question, si on ne prend pas en charge les enfants précocement, mais si on les en prend en charge plus tard, est-ce qu'ils ont quand même une chance de s'en sortir ou vraiment ça fait des adultes complètement fucked up? Rien n'est définitif. Non, c'est pas on définitif. L'espère un peu quand même. Sinon on ne travaillerait pas. Même si quand même, dans l'expérience du service Impulsion, et c'était ce que vous disiez, ce qu'on observe, c'est plus les maltraitances ont commencé tôt, plus il y a eu des ruptures de liens tôt, et plus effectivement, arrivé à l'âge de 18 ans, mais même à l'âge de 21 ans, parce qu'à Paris, les jeunes ont quand même la protection jeune majeure jusqu'à 21 ans, mais 21 ans, ça reste finalement extrêmement jeune et extrêmement tôt pour envisager ce qu'on veut faire. Quand on a été dans une espèce de survie, la question de trouver un travail, et c'est souvent... ça passe parfois, en tout cas, au second, voire au troisième plan. Moi, j'ai envie de croire qu'avec des dispositifs
un peu soutenant, un peu étayant, et puis une capacité à faire ensemble et à faire à plusieurs, j'ai quelques exemples de jeunes qui finalement vont pas si mal. Tout dépend de ce qu'on se met en termes de jauge sur le pas si mal, mais pour certains, déjà, c'est ce qu'on peut se dire pour certains et ce que certains peuvent dire. Le simple fait qu'ils tiennent encore debout et qu'ils se lèvent tous les matins, c'est déjà... voilà. Mais quand même, j'ai tendance à croire que en créant un monde où on fait tous un peu ensemble, voilà. Après, il y a toujours des parcours... Ce qui a été montré aussi, c'est l'effet positif du support social. En fait, tout à l'heure, je disais que la maltraitance durant l'enfance induisait des séquelles, bien sûr, psychologiques, mais aussi biologiques, enfin, cérébrales. Or, ce qui a été montré, c'est que le support social et aussi l'amitié, à l'âge adulte, étaient capables non seulement d'atténuer les conséquences psychologiques, mais aussi d'atténuer les conséquences biologiques de la maltraitance. Donc, ça montre quand même qu'il y a des parcours possibles. Et c'est aussi, moi je prends souvent l'exemple des Dalton. Vous savez, dans les BD, les Dalton, on les voit toujours représentés avec une chaîne et un boulet. Et je pense qu'on gardera tous notre boulet. Simplement, dans certains cas, si on a pu être pris en charge quand même et soutenu, le boulet, il est quand même suffisamment léger pour nous permettre d'avancer. Et s'il n'y a vraiment aucune aide, alors il te fiche sur place. Mais je pense que, et pour moi, la résilience, c'est ça. La résilience, c'est pas de guérir, c'est d'être capable d'avancer avec son boulet. Mais malheureusement, on va se le traîner quand même toute la vie. Mais simplement, voilà, la question, c'est comment on arrive à vivre avec. Et c'est comment on trouve des astuces grâce à de l'aide pour vivre avec. D'autres questions ? Bonjour, merci pour cette intervention très intéressante. Je suis sophrologue en cabinet libéral et aussi dans une cellule d'urgence médicalisée, donc avec des enfants qui ont subi des maltraitances, et j'en reçois donc dans cette institution, mais aussi dans mon cabinet. Et en fait, pour ma part, donc, je suis d'accord avec vous que c'est hyper important de parler justement de ce sujet de la santé mentale de ces enfants, parce que c'est un sujet qui est trop peu abordé encore et qui est minimisé, et c'est trop horrible, donc on ne veut pas en parler, sauf que comme on n'en parle pas, ça ne change pas. Je suis complètement d'accord avec vous, professeur Céline Grégo, que on met plein de choses en place pour d'autres pathologies, typiquement le cancer, et encore une fois c'est très bien, mais là on ne s'est pas du tout pris en considération, et ça a des conséquences horribles sur les enfants et puis sur les adultes en devenir. Et en fait, même si une fois que je vais avoir des enfants qui sont victimes de maltraitance dans le cadre de mes séances, on peut prendre en charge, ou dans le CUM, on peut prendre en charge, on peut accompagner, mais ma réelle question, il y a un fort sentiment d'impuissance sur le avant, finalement. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, si jamais on veut faire un signalement, on n'est pas protégé. Si on veut faire un signalement, notre identité est dévoilée, puis on a des représailles. Et puis il y a toujours un peu... c'est ce qui est difficile, c'est que c'est caché quand il y a des maltraitances. Les enfants n'ont pas conscience aussi souvent de subir des maltraitances. Et du coup, ma question, c'est est-ce que vous, de votre côté, vous avez des outils pour se sentir un peu moins impuissant, pour pouvoir intervenir en amont, en fait, non pas une fois c'est pris en charge, mais avant. Alors moi, j'ai travaillé en pédiatrie à Necker, et on avait mis en place des unités d'accueil pédiatrique pour les enfants en danger. C'est-à-dire que dans le service, quand on voyait arriver des enfants avec des fractures bizarres, avec des bleus bizarres, des choses bizarres, on faisait donc des entretiens d'évaluation. Donc ça se met en place dans plusieurs hôpitaux à l'heure actuelle. J'ai travaillé aussi à Montsouris, au département de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. C'est pareil, dans un service qui s'occupait beaucoup de troubles du comportement alimentaire, avec beaucoup de jeunes qui étaient à limite. Et là, c'est pareil, on les sépare de leurs parents, de leur famille, souvent. Et il y a des choses qui sortent, qui émergent. Et le service avait pris un avocat. Donc on a mis en place tout un système de protection. Aujourd'hui, il y a plein de services. On fait ce qu'on peut, quoi. C'est vrai que les moyens sont très, très limités, mais en tout cas... les choses, on essaye de travailler de plus en plus avec les services sociaux, avec la justice,
Voilà, je ne sais pas, Céline, ce que tu peux dire de ce qui se passe dans le service. Il faut mieux sensibiliser le grand public déjà, parce que les gens ne connaissent pas l'existence de ces enfants. Autant, si vous interrogez, je pense, n'importe qui dans la rue, là, en sortant, vous leur demandez combien de femmes meurent sous les coups de leur conjoint, je pense que beaucoup de gens seront en capacité de dire une femme tous les 3 jours. C'est quelque chose que la société a pris conscience. Et les gens seront capables de vous dire aussi que ça touche tous les milieux, les violences conjugales. Aujourd'hui, on a encore l'impression que les violences faites aux enfants, c'est dans les quartiers défavorisés, très défavorisés en France, que ça ne touche pas les milieux favorisés. Ce qui posait un problème d'ailleurs à Necker, parce que c'est beaucoup d'enfants du 8e, 7e, 16e, 15e, donc dans ces milieux-là, ça n'existe pas. Ouais. Et donc il faut déjà que la société prenne conscience que les violences faites aux enfants touchent tous les milieux. Et il faut mieux sensibiliser. Il faut mieux sensibiliser les futurs profs, l'éducation nationale, il faut mieux former les médecins. Et il faut aussi aujourd'hui s'appuyer sur l'existant, c'est-à-dire effectivement les UAPED qui existent dans les hôpitaux, pas rester tout seul, mais plutôt se rapprocher, appeler l'UAPED la plus proche de chez vous. Donc c'est les unités d'accueil pédiatrique pour l'enfance en danger, ouais. Les UAPED. Ouais. Et il y en a plus de 101 aujourd'hui en France. Et puis sinon, alors je sais qu'il y a peu d'appels décrochés, c'est un problème, mais qui est en train d'être travaillé. Voilà, c'est d'appeler le 119. Mais voilà, faut s'appuyer sur l'existant et pas rester tout seul. Et d'un autre côté, autour de vous, sensibiliser les gens au fait que il faut ouvrir les yeux et ouvrir ses oreilles et ne pas hésiter à en parler si on a l'impression qu'un enfant est victime de violence. Bien, je crois qu'il y a d'autres questions. Bonjour et merci beaucoup pour vos interventions et vos témoignages. Moi, je souhaitais revenir sur la dissociation. Vous en avez parlé. Moi, je souhaiterais savoir si vous avez dans votre travail ou alors dans vos expériences... Pardon, je ne vous vois pas. Je suis là. Si dans vos expériences personnelles ou professionnelles, est-ce que vous avez trouvé une façon de la gérer, que ce soit pour vous, mais aussi pour les personnes que vous accompagnez? Quelles sont les astuces, les conseils, les choses que vous avez mis en place personnellement ou professionnellement pour pallier à la dissociation, justement, pour faire que la tête et le corps refassent une, ou en tout cas le mieux possible. Merci. De mon côté, ça m'arrive que quand je suis toute seule. Donc, j'ai pas de problème dans mon travail, en interaction avec mes collègues, avec les patients. Mais c'est vrai que quand je suis toute seule, j'évite l'esprit qui part. Donc, comme je vous disais, je mets de la musique. Moi, c'est la musique, je chante. Et ça me reconnecte, en fait. Et voilà. Mais c'est pas un problème que j'ai, en tout cas, avec d'autres personnes. C'est vraiment quand je suis toute seule, de mon côté. Moi, j'ai pas trouvé de solution pour réaligner le corps et la tête. Après, il y a tout un travail qui est fait aussi au niveau corporel. Les médiations thérapeutiques, la danse, des choses comme ça. L'idée, c'est de réintégrer son corps. Et donc, Catherine, je ne sais pas, peut-être tu peux... Oui, chez nous, il y a aussi des groupes qui se constituent de 4-5 patients qui sont atteints de troubles dissociatifs suite à de la maltraitance. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui fonctionne pas mal. Des groupes thérapeutiques avec un thérapeute. Il y a plein de types de médiation, en fait. Il peut y avoir aussi l'équithérapie, des médiations avec les animaux, la cynothérapie, qui vont en fait reconnecter aux sensations, au corps, la danse. Voilà, ça c'est... Avec Impact, on a mis la danse en place dans les maisons d'enfants et ça marche bien. Ouais. Et la médiation animale, moi j'ai une patiente qui a été victime d'inceste et elle vient pour des douleurs. Et quand elle vient en consultation, elle vient avec son chien qui s'appelle Hollister. Et en fait, il le sent. En fait, quand elle part, en fait, il a appris à le repérer. Et donc, il vient vers elle, il pose sa tête sur ses genoux, il vient proche d'elle. Et du coup, ça permet de la reconnecter. Et je crois, moi, personnellement, énormément à la médiation animale. Et on va avoir notre mascotte aussi au centre d'appui à l'enfance. Mais je pense que les animaux peuvent énormément aider à faire ce pont entre un monde... qui a été agressif et notre monde à nous. Et donc, il y a effectivement plein de techniques, je crois, pas forcément médicamenteuses, qui permettent de se reconnecter. L'art-thérapie, avec notamment le travail avec de la glaise ou de la céramique. Voilà, toutes les choses qui vont faire qu'on se connecte aux matériaux et qu'on revient dans le corps, en fait.
qu'on réaligne le corps et la tête en travaillant des matières concrètes et en faisant des œuvres d'art. Et aussi la danse, pareil, c'est le mouvement. J'ai essayé aussi le théâtre d'improvisation. Et tout ce qui est au niveau de la tête, c'est-à-dire les dialogues, oui, et de construire une histoire, etc. Tout ça, ça se passe très très bien. Mais traverser la scène en faisant le canard, jamais. Bien, je crois qu'on va s'arrêter là. Merci à tous.